Il est 20h sur la RTS. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une, le discours d'adieu du président Macky Sall à la communauté internationale. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État délivre un message historique, à la fois bilan, une adresse qui retrace sa vision du nouvel ordre mondial décliné sous plusieurs angles. Dans ce journal, analyse, décryptage et réaction. Mauloud de 2023, l'eau sera disponible en quantité et en qualité à Tivaouane. Assurance du ministre Serine Baïkam et de son collègue en charge des inondations. Ils étaient en visite de terrain pour vérifier le dispositif mis en place dans la cité religieuse. Focus sur le cajou africain. Le Sénégal en exporte 150 000 tonnes par an. Une filière à forte valeur ajoutée qui compte plus de 100 000 emplois créés. Principal défi, l'industrialisation du secteur. Les acteurs sont à Dakar pour en parler. Partenariat entre la Cour des comptes du Sénégal et celle de la France. Le jumelage porte essentiellement sur le renforcement des capacités du personnel de contrôle et d'audit. Bienvenue à tous. La Banque mondiale soutient la politique économique du président Macky Sall et va accompagner le Sénégal dans ses réformes. Annonce faite par Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale Afrique de l'Ouest, a été reçu par le président Macky Sall et répond ici aux questions de Pape Birame Bikindiaï. Féliciter au nom de notre institution pour la décision courageuse qu'il a prise, courageuse dans le sens où ça ne fait pas des choses qu'on entend souvent dans notre continent, de ne pas se représenter pour les présidentielles au Sénégal. Vous savez, la Banque mondiale n'est pas une institution politique. On ne s'ingère pas dans des questions politiques. Mais je crois que la gouvernance politique aussi est extrêmement importante pour le développement économique et social de tout pays. Après ce point, nous avons discuté de l'état de notre programme avec le Sénégal. Nous avons un partenariat ancien, mais surtout un partenariat fécond avec le Sénégal. Je l'ai remercié pour son leadership, mais également j'ai remercié Madame la ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour la qualité de nos échanges, aussi bien sur le terrain à Dakar et dans les autres villes du Sénégal, mais également à chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer. Le Sénégal est l'un des plus grands bénéficiaires des financements IDA au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre, mais également en termes de réalisation concrète, aussi bien sur les questions de l'éducation, sur les questions de la santé, sur les questions de l'énergie. Le Sénégal est un exemple. Donc nous avons échangé sur comment consolider ces acquis, tout en poursuivant bien entendu les réformes qui sont indispensables, n'est-ce pas, justement pour la soutenabilité des résultats. D'autant plus que nous sommes dans un contexte de crise multiples, sécuritaire, démographique, je dirais climatique, aussi même sur le plan sanitaire. Et donc l'accélération des efforts pour des résultats qui permettent aux populations de voir leurs conditions de vie s'améliorer à travers les financements qui sont mobilisés est une question extrêmement importante qui le préoccupe, bien entendu, Monsieur le Président de la République, mais également qui sont extrêmement importantes pour la Banque mondiale également. Le président de la FIFA a également reçu par le chef de l'État ce mercredi, en marge du sommet de l'ONU. L'instance du football mondial compte accompagner le Sénégal dans la réalisation d'infrastructures sportives. Gianni Infantino s'est dit particulièrement séduit par les récentes performances de nos différentes sélections nationales. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Elachi Maliknian et Pape Birame Bikindiaï. Comment tu vas? Très bien, toujours en forme. Des retrouvailles en signe d'amitié. Amitié entre deux hommes qui partagent une même passion. C'est le ballon de la finale de la Coupe du Monde féminine. Mais la dernière. Mais il est unique. C'est un exemplaire unique. Ah oui? Il n'y en a qu'un dans le monde. On l'a cherché partout. On l'a trouvé à Dakar, là, dans la soupe. Les deux Sénégalais que nous sommes, lui et moi, on a pu parler de notre pays, on a pu parler du Sénégal, on a pu parler effectivement du succès du football. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, exprime toute sa joie d'être reçu par le président Macky Sall en compagnie d'une légende du football français. Youri Djorkaeff, champion du monde avec la France,
en 98, mais apparemment, il y avait ne parlons pas de 2002. Entre Youri Djorkaeff et le Sénégal, c'est une vieille histoire. Histoire sur fond de rivalité. Les souvenirs d'un duel épique remontent à la surface. Sénégal-France, c'est comme si c'était hier. Il y avait eu un petit match en 2002 aussi, lors d'une Coupe du Monde. Un gros match, pas un petit match. Ça dépend avec qui on parle. Vous parlez avec moi, c'est un gros match. C'était un gros match contre nos amis sénégalais. Voilà. C'est des bons souvenirs. Même si c'était une défaite, ça a permis au Sénégal d'être à ce niveau et aujourd'hui de gagner des titres. Donc c'était important. Forte séquence d'un album souvenir. Et d'où là jaillit la lumière d'une vision fantastique d'un chef d'État qui porte le rayonnement du football sénégalais. Gianni Infantino est séduit par les réalisations du président Macky Sall. Les investissements qui sont faits par le gouvernement, le stade, évidemment, c'est juste un exemple. Je me souviens encore de l'inauguration quand j'étais là. C'est un exemple d'un pays qui est projeté vers le futur, un pays jeune, un pays passionné. Le gouvernement investit, la fédération investit, la CAF, la FIFA. On croit au Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui, est devenu une vraie puissance footballistique. Et le fait d'avoir un président comme Macky Sall, qui est vraiment un passionné de football et en même temps un passionné du Sénégal, ben ça aide. Donc, on a discuté de comment on peut continuer à investir. On parlait justement des terrains, parce que Dakar, grande ville, il y a un manque d'espace, mais on a besoin de terrain pour les jeunes, pour qu'ils puissent jouer. Donc on va investir dans ces projets-là. Un engagement de la FIFA à soutenir la politique sportive du président Macky Sall au moment où le Sénégal envisage d'organiser la CAN 2027. Gianni Infantino apporte sa pierre à l'édifice et donne des indications. Tout à fait, j'encourage le Sénégal, peut-être même avec des pays limitrophes. On l'a montré ici à la FIFA aussi. La prochaine Coupe du Monde sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La dernière Coupe du Monde féminine a été organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit se projeter dans un modus de co-organisation, d'organiser dans 3-4 capitales des poules, des groupes, et comme ça on fait participer plusieurs pays. Et avec les pays voisins, le Sénégal a des très bons rapports, les transports sont beaucoup plus faciles aussi, et les infrastructures sont là. Donc peut-être une candidature conjointe de plusieurs pays, ça pourrait avoir vraiment un succès, et le Sénégal doit être vraiment porteur de cette proposition. Le Sénégal est bien sur une trajectoire porteuse d'espoir. Là, c'est officiel FIFA. Il n'y a pas de recours. Non, là, il n'y a pas la barre. Là, c'est direct. Là, c'est l'avertissement. Avertissement, là encore, tu leur donnes une chance. L'espoir de voir l'aboutissement d'une vision du président Macky Sall, de léguer à la postérité un héritage prestigieux. Dans la foulée, le président Macky Sall a reçu l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, Tony Blair. Les deux hommes ont évoqué les grandes questions internationales. Des questions de géopolitique et d'autres sujets majeurs qui touchent la gouvernance économique mondiale. Autre projet partagé avec le chef de l'État, le lancement d'un fonds climatique à la COP28 par la Fondation Grande Muraille Verte. Ramadia Londiaï, présidente de cette fondation, compte sur le leadership du président Macky Sall pour promouvoir le projet, un fonds qui va contribuer au financement de différents projets dans le Sahel. À ce sujet, elle s'est entretenue avec le président Macky Sall. On l'écoute. Grand honneur d'avoir rencontré Monsieur le Président de la République après son discours historique aux Nations Unies. Et nous tenions à le féliciter tout d'abord avant de venir lui proposer d'abriter, bien entendu, au Sénégal, le sommet de la Grande Muraille Verte, comme il se doit. Donc, à tout seigneur, tout honneur, le retour de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Et donc, la Fondation projette de lancer
un fonds à la COP 28 et nous avons demandé au président de la République de nous faire l'honneur de porter justement à la connaissance du monde ce fonds qui va servir à financer les projets de nos différents pays du Sahel. Et donc le montant, on lui laissera le soin et l'honneur de communiquer ce montant à la COP28. Et par ailleurs, nous comptons également organiser le premier sommet mondial des partenaires du secteur privé, mondial et régional, au Sénégal en janvier. Et Monsieur le Président nous a fait l'honneur d'accepter d'abriter ce sommet du secteur privé également. Toujours dans son agenda, le président Macky Sall a co-présidé le Forum politique pour le développement durable. L'idée est de mobiliser des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Elhaji Malick Niang et Papa Biram Biguiaye. Aux côtés du Premier ministre suédois, le président Macky Sall conduit les débats à l'ONU. Débats autour des objectifs de développement durable. Comment faire pour les atteindre? C'est la grande question. L'accumulation des chocs mondiaux a dévoilé la fracture financière qui, si elle n'est pas réparée, se traduira par une fracture pérenne du développement durable. Des mesures immédiates sont nécessaires pour s'attaquer au coût élevé de la dette et au risque grandissant de surendettement, augmenter massivement les financements à long terme abordables pour le développement et octroyer plus largement des financements pour imprévus aux pays qui en ont besoin, comme le préconise le secrétaire général dans son plan de relance des objectifs de développement durable. Bâtir des mécanismes de financement adaptés aux nouvelles réalités. Ce dialogue servira à créer une dynamique politique en faveur des mesures urgentes à court et moyen terme et d'une réforme à plus long terme de l'architecture financière internationale. Réalité dans un monde dans lequel la fracture est profonde et les inégalités tenaces. L'Afrique est sous-financée en termes de volume et mal financée quand on considère les nombreux obstacles qu'elle rencontre pour l'accès au crédit. Les pays en développement, et africains en particulier, supportent des coûts d'emprunt jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des pays développés. Une des raisons principales de cette situation est liée à la perception exagérée du risque d'investissement par les agences de notation, ce qui produit un effet boule de neige. Les primes d'assurance sont élevées et renchérissent davantage le coût des projets. Mobiliser des financements, des investissements et des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable. Ma première observation, c'est que nous devons davantage nous mobiliser pour la mise en œuvre effective de la réallocation des droits de tirage spéciaux. Nous savons que cette initiative, à quelques exceptions près, ne répond pas pour l'instant à nos attentes malgré des efforts en cours. Je rappelle également l'initiative du G20 pour la suspension des intérêts de la dette. À ce niveau également, les résultats restent timides. Donc on constatera que ces deux leviers qui sont censés soutenir les efforts de résilience et de relance post-Covid des pays en développement peinent à donner leur plein effet. Principal objectif pour asseoir un monde plus juste. L'Afrique a subi trop d'injustices et le moment est venu de les réparer. Les besoins de financement des pays qui aspirent à l'émergence nécessitent des investissements massifs qui dépassent de très loin les possibilités de l'aide publique. Il faut davantage promouvoir la logique de partenariat avec des mécanismes appropriés pour soutenir l'investissement et aménager des maturités adaptées aux actifs à financer. Leadership, vision et orientation. Le président Macky Sall a conduit les débats avec maîtrise, tact et finesse. Il est important que le projet de réforme
de l'architecture financière internationale intègre la lutte contre les pratiques fiscales abusives, l'évitement fiscal, les congés fiscaux abusifs, l'évasion fiscale de manière générale, qui privent les pays de ressources nécessaires au financement de leur développement. Les recommandations issues de ce forum vont sans doute faire bouger les lignes pour une Afrique qui compte dans le concert des grandes nations. La séance est levée. Je vous remercie. Toujours en marche de l'Assemblée générale des Nations unies, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a organisé un sommet sur l'ambition climatique ce mercredi. L'objectif est de pousser les dirigeants du monde entier à passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre le changement climatique à quelques mois de la COP28 à Seydina Alunfal. Ce sommet sur l'ambition climatique s'est tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Environ 30 pays y ont pris part. Le secrétaire général de l'ONU qui a organisé cette rencontre a demandé à renforcer la lutte contre le changement climatique. Antonio Guterres a rappelé que son pacte de solidarité climatique exhorte les principaux émetteurs qui ont le plus profité des combustibles fossiles à faire des efforts supplémentaires afin de réduire leurs émissions et les pays riches à soutenir les économies émergentes dans cette voie. L'avenir de l'humanité est entre vos mains, est entre nos mains. Un sommet ne changera pas le monde, mais aujourd'hui peut être un moment pour faire créer une dynamique sur laquelle nous pourrons bâtir dans les mois à venir, et en particulier à la COP. Nous pouvons et nous devons passer à la vitesse supérieure, passer des plans à l'action, renverser la tendance. Les participants à ce sommet en sont conscients. Les populations les moins responsables de la crise climatique souffrent de ces efforts. Ces populations ont besoin d'une aide immédiate pour s'adapter et se remettre des pertes et des dommages subis. Une attention immédiate de la part des gouvernements et des institutions financières internationales est nécessaire pour résoudre ce problème d'équité et de justice. L'ambition climatique déclinée à travers ce sommet tourne autour de 3 axes d'accélération: l'ambition, la crédibilité et la mise en œuvre. Le secrétaire général de l'ONU a demandé que toutes les parties rendent opérationnel le fonds pour les pertes et dommages à la prochaine conférence sur le climat COP28. Il a également invité les pays développés à respecter l'engagement de 100 milliards de dollars, à reconstituer le fonds vert pour le climat et à redoubler le financement de l'adaptation. Pour sa dernière allocution à la tribune de l'ONU en tant que chef de l'État, on retiendra un discours historique du président Macky Sall, sa vision d'un nouvel ordre mondial décliné sous plusieurs angles: urgence climatique, immigration irrégulière, crise en Ukraine ou encore le financement des économies africaines. Encore une fois, le chef de l'État a mis la communauté internationale devant ses responsabilités. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner... C'est un grand moment d'histoire, instant mémorable d'un chef d'État qui aura bâti un leadership, une vision, dans l'unanimité d'un nouvel ordre mondial qui propulse le Sénégal au rang des géants diplomatiques. Du haut de cette tribune des Nations Unies, le président Macky Sall tient un discours de vérité à la communauté internationale. Depuis notre dernière session, l'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. Nombre de pays continuent de subir l'impact économique et social de la pandémie Covid-19. Le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. La tragédie de l'immigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées, régulières, et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels
qui organisent ce trafic illicite d'êtres humains. Nous appelons à la désescalade et au règlement pacifique de la guerre en Ukraine. Un discours de vérité dans un contexte africain marqué par la recrudescence des coups d'État. Le Sénégal condamne et invite l'ONU à revoir sa copie. Il n'y a pas de paix à maintenir là où il s'agit plutôt de la restaurer en combattant des groupes armés qui pillent et endeuillent au quotidien les populations innocentes, occupent des territoires entiers et menacent des États dans leur existence. Et surtout, donner des mandats robustes aux casques bleus. C'est tout un système qu'il faut repenser et aller vers des réformes en profondeur. La sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Nous pouvons y arriver si nous mettons la volonté politique nécessaire. Le G20 l'a montré en admettant l'Union africaine comme membre de plein droit. Je remercie vivement les membres du G20 pour leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Nous souhaitons que l'exemple d'inclusion ainsi donné par le G20 soit suivi par le Conseil de sécurité et les institutions de Bretton Woods pour un multilatéralisme plus représentatif des intérêts de tous ses membres. Sur les valeurs de civilisation, le président Macky Sall reste ferme sur la question. Les pères fondateurs, comme Léopold Sédar Senghor, avaient déjà indiqué la voie dans les années 60. 62 ans après, notre position reste la même. Entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, il ne peut y avoir de légitimité pour certains de définir et imposer à tous une seule façon de vivre comme un prêt-à-porter civilisationnel. Ce qui va pour les uns ne va pas forcément pour les autres. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président Macky Sall appelle à fixer le repère. Repère des grands défis, défis de l'heure, défis aux allures d'urgence, notamment l'urgence climatique. Alors que les phénomènes extrêmes se multiplient, le Sénégal reste engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, grâce à notre politique volontariste de mix énergétique, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31% de nos capacités installées. Avec la signature en juin dernier de notre partenariat pour une transition énergétique juste, nous avons l'ambition de porter ce taux à 40% en 2030. Une belle ambition accompagnée par le G7 qui octroie au Sénégal une enveloppe de 2,5 milliards de dollars pour financer son adaptation. Au même moment, notre pays multiplie ses infrastructures sobres en carbone, terre, BRT notamment. Il reste que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont financés par recours à la dette commerciale, alors qu'ils devraient être soumis et soutenus par la mobilisation des 100 milliards de dollars par an convenue depuis la COP 15 en 2009 pour financer l'action climatique. La justice climatique voudrait qu'un continent qui contribue pour moins de 4% des émissions et qui en souffre le plus ne soit pas condamné à s'endetter pour réparer et prévenir des dommages dont il n'est point responsable. Il faut que les financements annoncés soient disponibles pour garantir la survie de la planète. Dernier plaidoyer du président Macky Sall
qui demandent aux grandes puissances de tenir leurs promesses. Vous le verrez, le discours du chef de l'État a été un grand moment d'émotion à la tribune de l'ONU. Le président Macky Sall a fait ses adieux à la communauté internationale. Cette dernière allocution sonne comme une invite à réserver le même accueil amical et fraternel à son successeur. On l'écoute. Le 25 février 2024 se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes aura été un grand honneur pour moi. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Un discours historique qui enjambe les urgences de l'heure, a dit le directeur général de la RTS. Racine Talla était l'invité de Kinkeliba ce matin via une liaison Zoom. On l'écoute avec l'équipe de la matinale. La communauté internationale s'est rendue compte qu'il y a quand même eu beaucoup d'hésitation. Il n'y a pas eu de soutien aux ODD, Objectifs Développement Durable, horizon fixé pour 2030. Et c'est malheureux, parce que c'est important, hein, je vous ai toujours en phase, parce que c'est un peu ce que le président a repris dans son discours aux Nations Unies, 20e position. Et je pense qu'on l'a suivi en direct et je félicite toutes les équipes de la RTS à Manhattan City et aussi à Dakar, des équipes qui se sont déployées pour nous faire vivre en direct tout ce qui s'est passé et surtout la présence du Sénégal. Alors, on parle de l'eau, accès de l'eau en 2023. Oui. C'est un problème. On parle d'accès à l'électricité, c'est-à-dire, le président l'a dit à un moment donné ici au Sénégal, accès à l'eau, c'est un minimum vital. Il y a des pays où on ne paye même pas l'eau. Absolument. L'accès à l'eau. Donc, je pense que ce discours a été retentissant et à plusieurs niveaux. Le président a été redondant. Redondance utile. Il a toujours parlé de l'accès Afrique dans le G20. Oui. Il a parlé de l'Afrique au Conseil de sécurité. Il a parlé des droits des tirages spéciaux. Et le président, au cours de ce forum-là, peut-être qu'il ne l'a pas répété hier ou ce matin, c'est selon, il ne l'a pas répété, mais il a parlé de congé fiscal. Comment de grosses multinationales viennent exploiter nos ressources et ne payent pas d'impôts pendant des années et des années alors qu'ils rapatrient peut-être les bénéfices chez eux ou chez elles quand on parle de multinationales. Et le président a dit, pourtant pendant ce temps, on nous parle de, oui, l'Afrique ou les pays aujourd'hui ne doivent plus exploiter les énergies fossiles qui polluent. Nous sommes les moins pollueurs, mais nous vivons les conséquences de cette pollution. Oui. Et moi, ce que j'ai retenu, Adama, dans le discours du président, il y a une partie très intéressante qui a été bien résumée par Ousmane Garifaï hier, et c'est le volet environnement. Oui. On nous dit, oui, vous polluez, il faut capture du carbone, etc., alors que nous produisons, nous ne sommes pas les responsables directs
ou les principaux responsables quand on parle des effets, je ne sais pas, de la couche d'ozone, etc., etc. Alors, on nous dit, vous ne pouvez plus exploiter votre pétrole comme vous le voulez parce que c'est des énergies fossiles et donc, il va falloir réinventer une autre manière de vous développer. Et ça, le président Macky Sall a dit non. On a laissé d'autres pays et vous-même qui aujourd'hui portez ce message-là, vous vous êtes développé avec ce type d'énergie-là. Donc, on ne le fera pas. Donc, il va falloir regarder comment aujourd'hui réorganiser ou peut-être réinventer un nouveau modèle de coopération. Et le président de la République a cité Senghor. Peut-être c'est le côté philosophique de son discours. Senghor, il y a 60 ans, il y a 62 ans, et ce type de discours reste actuel. Quand il disait qu'un seul pays ou une seule composante de ce microcosme-là ne peut pas se développer et laisser les autres. Regardez Lampedusa, ce qui se passe. C'est une pression. On dit qu'aujourd'hui, Lampedusa est saturée. Mais il y aura toujours cette pression. Parce que la mondialisation, en s'inventant, n'a pas pris en compte comment aussi il doit y avoir une mondialisation de la mobilité. Certains parlent d'immigration clandestine, mais le mot exact ou le mot qui nous convient à nous, c'est peut-être immigration irrégulière, mais ce n'est pas clandestin parce qu'on ne se cache pas en vérité. Donc, et véritablement, ça a été un discours où le président est revenu sur le G20. Aujourd'hui, c'est un succès. Il s'est battu quand il a été président en exercice de l'Union africaine. Il reste les autres problématiques liées à la réforme aujourd'hui des institutions financières. Il en a parlé. Pourquoi on ne reçoit que la portion congrue des DTS? Ça a été défini il y a longtemps et très, très longtemps. Et le monde a changé. Le discours a été très fort, historique, une redondance historique et qui s'est fait l'écho des préoccupations actuelles et même des préoccupations futures parce que le président aussi a fait des projections sur l'eau, sur l'électricité. Si on ne fait pas attention, peut-être demain des gens vont mourir parce que simplement il manque. Le directeur général Racine Talla sur le plateau de Kinkeliba ce matin. Le bilan du président de la République à la tête du pays est positif, selon Alassane Senkei, PDG du groupe AIG et président de la commission Axe 1 du PSE pour la formulation du PAP 3. Il est l'invité du magazine Le Point ce soir. On l'écoute. J'ai suivi tout son parcours, donc à succès. Et tout ce que je souhaite, c'est que le secteur privé puisse avoir le même succès qu'il a eu dans son parcours. Parce que si on prend l'État du Sénégal a eu un parcours extraordinaire à tout point de vue. Et je pense, comme le dit Muntagassi, une bonne partie, c'est sur son crédit personnel. Absolument. Effectivement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les DTS, il en a fait un combat, alors que d'autres pays africains beaucoup plus puissants que le Sénégal économiquement, qui devait porter le combat. Il a porté, effectivement, il était président de l'Union. Le vaccin, avant-hier, je venais de l'aéroport après un séjour en Europe, quand j'ai vu le complexe Maliba pour les vaccins, et je mets ça en cohésion aussi avec la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Sénégal. Quand on regarde les chiffres, le Sénégal a connu 150 décès par 1000 habitants. Actuellement, on est à moins de 50. Donc, ça a été divisé par 3. Et c'était clairement affiché. C'est un indicateur que je suis beaucoup dans le PSE. Parce que la première étape d'un capital humain dans un pays, c'est de pouvoir garantir aux nouveau-nés, donc de vivre pendant 5 ans. Et si on sait que les enfants meurent entre moins de 2 ans, la moitié des enfants meurent et pour des choses banales et pour lesquelles, effectivement, le président a fait des efforts extraordinaires en matière de... J'ai vu les hôpitaux.
Le regard du secteur privé national sur le magistère économique et social du chef de l'État avec Alassane Gueye, membre du secteur privé, à suivre après ce journal. Mawlud 2023, il n'y aura pas pénurie d'eau à Tivaouane. Assurance du ministre Serigne Mbaye Thiam et son collègue en charge des inondations. Ils étaient en visite dans la cité religieuse pour vérifier le dispositif mis en place pour sécuriser la cité d'El Hadji Malick Sy qui connaît un développement important et prendre également en charge les besoins des fidèles durant la période du Gamou. Fatima Tabanelba. Le ministre de l'eau et de l'assainissement et sa délégation ont effectué une visite sur une dizaine d'étapes qui a permis de faire le point sur l'extension des capacités de production en eau des forages réalisés dans le département de Tivaouane. Chaque année, le nombre de fidèles qui affluent vers la ville sainte augmente, occasionnant ainsi une forte demande en eau. Les services en charge de ce secteur feront le nécessaire pour éviter toute pénurie du liquide précieux. En ce qui concerne l'eau, les travaux sont en cours. On a plusieurs sources d'approvisionnement de Tivaouane. Nous avons aussi plus que doublé la capacité de stockage. Parce qu'à date, on avait 3 châteaux d'eau qui faisaient un cumul de 1700 m3. Et nous avons finalisé un 4e château d'eau qui à lui seul fait 2000 m3. Et maintenant, quand on a une manifestation comme le Mawlud, où la population est démultipliée, les besoins en eau sont importants. C'est la raison pour laquelle, à côté de ces travaux, nous avons des mesures d'appoint qui consistent à déployer des camions citernes pour alimenter, venir en appoint et en même temps des bâches à eau éventuellement. Des assurances de la tutelle pour espérer zéro pénurie d'eau durant le Mawlud édition 2023. Et en ce qui concerne l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, des mesures ont été prises pour soulager les populations de la ville de Tivaouane. La délégation ministérielle a par la même occasion visité les stations d'épuration de Beyti Baladia et celle de Bout de Vidange située sur la route de Pire. On avait un programme d'assainissement d'eau usée. Par les témoignages qui ont été faits tout à l'heure par le porte-parole du Khalif, il nous a été indiqué que ça a été d'un grand apport et que des familles qui procédaient à des vidanges de fosses septiques toutes les semaines voient maintenant les eaux usées directement dans la canalisation, ce qui est une augmentation de pouvoir d'achat énorme pour ces familles-là. Il y a aussi l'assainissement eau pluviale, parce que de plus en plus, le Mawlud aura lieu pendant la saison des pluies. On ne peut pas dire qu'il y aura zéro inondation, mais nous avons mis en place des dispositifs de pompage qui permettent d'atténuer ces effets-là. Nous avons visité le bassin où les eaux de pluie sont déversées. Et comme ce bassin, avec la quantité de pluie menacée d'envahir les maisons environnantes, nous avons installé là-bas une motopompe de 2 millions de litres par heure. Au total, des actions seront mises en œuvre pour la ville de Tivaouane en direction du Mawlud. Après la visite, le ministre et sa délégation ont transmis au Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, par l'intermédiaire de Serigne Mbaye Sy Abdou, les salutations du chef de l'État. Des prières ont été formulées pour la paix et le développement au Sénégal. À Tivaouane, la ville sans tous prépare la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Et salut sur lui. Pour l'occasion, la RTS sera au rendez-vous. En prélude à l'événement, nos équipes vont vous faire découvrir différents sites et facettes de la tariqa. Vous pourrez donc suivre le premier numéro du journal Wadial Gamou avec Maman Moussagnan ce soir après cette édition. Le Sénégal, hôte de la 17e conférence annuelle du Cajou africain. Le lancement a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé, au nom du Premier ministre Amadou Ba. Thème de l'édition 2023, la durabilité de l'industrie du cajou africain au Sénégal. Malgré les nombreux atouts obtenus avec les 100 000 emplois créés, beaucoup d'autres défis interpellent la filière, nous dit Pandabo. Après le Nigeria en 2022, le Sénégal prend le relais pour les assises du cajou africain, une filière à forte valeur ajoutée au Sénégal malgré les nombreux atouts obtenus grâce à cette filière. D'autres défis attendent pour booster davantage le secteur. Au Sénégal, avec une production annuelle estimée à 20 000 tonnes de noix brutes, la chaîne de valeur de l'anacarde, avec moins de 5% de transformation des noix, a permis de créer plus de 100 000 emplois
répartis entre la production, la transformation et la commercialisation. C'est dire le potentiel de création de richesses et d'emplois viables dont recèle l'anacarde. Cela renvoie à la problématique du développement de l'agrobusiness. À ce titre, je me réjouis aujourd'hui de constater que l'interprofession cajou du Sénégal, ICAS, est résolument engagée à travers ses membres et acteurs dans la voie des réformes déclenchées par l'État pour faire de la filière de l'anacarde un puissant levier de croissance inclusive. L'État est en train vraiment d'accompagner ce secteur. Et je pense que c'est ce message que nous voulons vraiment faire passer au niveau de l'État pour qu'ils comprennent aujourd'hui, à partir de l'anacarde, beaucoup de choses peuvent se faire. Et que l'anacarde peut assurer la création d'emplois de beaucoup de jeunes et de femmes. On n'a pas à chercher loin. Avec ce produit qu'on a, nous sommes déjà à 100 000 emplois créés à partir de cette filière. Nous pouvons atteindre des milliers d'emplois à travers cette filière. Et je pense que le ministère de l'Agriculture, qui vraiment a soutenu l'organisation de cette conférence, a bien saisi les mots et feront de telle sorte que le Premier ministre et son gouvernement puissent rendre fidèlement au président de la République pour prendre en charge cette filière anacarde. Pour le Conseil consultatif du cajou africain, il faut mettre en œuvre des réformes et des politiques adéquates pour booster l'industrie du cajou en Afrique. Pour inverser la courbe, plusieurs ajustements doivent être apportés. Il faudra d'abord mettre en œuvre des politiques promotionnelles plus attractives pour accroître les investissements publics-privés dans l'industrie du cajou. Ensuite, permettre une meilleure maîtrise des solutions techniques et technologiques qui s'offrent à nous et un meilleur suivi des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures de stockage qui les accompagnent. De même, faire en sorte qu'il y ait plus de transparence le long des segments des différentes chaînes de valeur ainsi que l'inclusivité des groupes cibles, bien sûr, qui vont renforcer la coopération et les échanges entre les pays et les acteurs. Enfin, tenir compte des chocs endogènes et exogènes, avec notamment le conflit russo-ukrainien qui a impacté fortement les échanges économiques mondiaux. Ainsi, pendant 4 jours, plus de 350 participants composés de producteurs, transformateurs, de commerçants et de partenaires techniques ou financiers vont échanger sur le thème pour trouver des solutions durables au secteur du cajou. Une cérémonie riche en sons et en lumière mettant en exergue la culture et la talanga sénégalaise. D'abord, autre question, la sécurité énergétique en Afrique. Le sujet a été au cœur des débats à la conférence exposition sur le pétrole et le gaz tenue à Luanda. Experts, techniciens et représentants de gouvernements venus de différents pays ont pris part à la rencontre. Occasion pour le Sénégal d'échanger avec les grandes compagnies et organisations pétrolières. Envoyés spéciaux en Angola, Anaïs Nyanyamane et Sabassi Faye. Cette conférence exposition sur le pétrole et le gaz de Luanda a réuni des centaines d'experts du secteur. Des représentants de gouvernement, des techniciens et des compagnies pétrolières ont participé massivement aux différents panels proposés par les organisateurs. Des échanges notamment sur les stratégies de développement du secteur pétrolier et gazier en Afrique, la transition énergétique et la sécurité énergétique du continent. Well, Energy Cap and Power are thrilled by the results of the 4th annual Angola Oil and Gas. La conférence en elle-même s'est très bien passée, en grand, au tout. On a eu des deals, on a eu des signatures. We've had loads of deal signings. On a eu la célébration de OPEC. Donc c'est plutôt un très 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 bon retour. So all in all, we are very pleased with the results. Les Angolais et aussi les compagnies, les grands majors qui travaillent ici, sont tous d'accord qu'il faut continuer à explorer et à produire des hydrocarbures. Donc, tout le monde pense que les hydrocarbures
l'Afrique, où le monde aurait besoin des hydrocarbures d'ici au moins plusieurs années. L'autre thème important qui a été discuté aussi ici, c'est la sécurité énergétique, surtout de l'Afrique. Donc pour atteindre cette sécurité, nous avons besoin de produire des hydrocarbures, spécifiquement le gaz, qui est en fait une énergie qui va permettre de passer la transition en attendant le développement des énergies renouvelables et autres, et d'hydrogène, qui permettrait au moins de réduire les émissions de carbone ici en Afrique. Le Sénégal a bel et bien pris part à ce rendez-vous continental d'une importance capitale dans l'exploitation pétrogazière. Nous pouvons retenir, c'est surtout l'utilisation du gaz. Il nous faut développer nos ressources de gaz pour pouvoir en fait booster l'économie du pays. Et l'autre point, il faut qu'on puisse continuer à explorer pour trouver beaucoup plus de ressources pour pouvoir atteindre cette politique de développement économique et social du Sénégal. Notre pays peut compter sur le soutien et l'accompagnement de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, présente aux échanges de Luanda, est ouverte aux futurs pays producteurs de pétrole. Je voudrais dire que les pays producteurs de pétrole sont tous bienvenus à l'OPEP. J'ai déjà parlé avec l'ambassadeur du Sénégal à Berlin, qui représente votre pays à Vienne. Et j'ai parlé avec le ministre du pétrole l'année passée. Nous sommes en contact. Nous avons des bonnes idées sur la production de pétrole au Sénégal. Nous sommes en contact avec le gouvernement. La rencontre de Luanda a été une tribune pour les experts du secteur de se pencher sur la sécurité énergétique du continent à travers des technologies nouvelles qui réduisent l'empreinte carbone. Et puis, partenariat entre la Cour des comptes du Sénégal et celle de la France. Le jumelage porte essentiellement sur le renforcement des capacités du personnel de contrôle et d'audit. Plus de précisions avec Dame Silla. Ce jumelage entre la Cour des comptes du Sénégal et celle de la France vise à renforcer les capacités du personnel de contrôle et d'audit sénégalais, de développer la stratégie de communication et d'intensifier les relations entre les différentes parties prenantes. Cette option qui vise à garantir la cohérence et l'efficacité de nos interventions a permis pour l'essentiel de dérouler les activités et de mobiliser les équipes de contrôle pour l'atteinte des résultats attendus. Donc voilà le cadre dans lequel nous avons exécuté les activités du jumelage avec pour objectif général de renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes afin d'améliorer ses performances de contrôle. Différents corps de la Cour des comptes du Sénégal ont séjourné en France pour des formations, un séjour qui leur a permis d'améliorer leurs compétences dans leurs domaines respectifs. La Cour française fait appel régulièrement, tous les 5 ans, à une Cour étrangère pour effectuer une revue par les pairs, suivant la norme de l'INTOSAI, c'est-à-dire un examen approfondi de ses pratiques et procédures au regard des normes professionnelles. Les recommandations qui sont formulées dans ce cadre des revues par les pairs ont toujours été considérées par nous avec intérêt. Alors je vous livre une secrète ambition, que dans quelques années, ce soit votre Cour qui vienne réaliser cette revue par les pairs à la Cour des comptes française. Ce projet de formation est entièrement financé par l'Union européenne. Il vise à accompagner le Sénégal dans le renforcement de capacités de ses hauts cadres. Ces évolutions sont intervenues à un moment où le système financier public au Sénégal connaît des mutations majeures, avec notamment le déploiement d'un nouveau système d'information pour la gestion budgétaire, avec la déconcentration de l'ordonnancement, avec la réforme du contrôle interne budgétaire, avec la réforme comptable ou l'adoption d'un cadre renouvelé de passation des marchés publics. Tout ceci, toutes ces réformes, devraient à terme accroître la performance, la transparence et la reddition des comptes sur la gestion publique au Sénégal, ce que l'Union européenne encourage fortement et souhaite appuyer autant que possible et autant que souhaité par les autorités sénégalaises. Ce jumelage participe à la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024. Il prend en charge les activités fondamentales portant sur la formation, la production et la communication déclinées dans les plans d'action opérationnels.
Et nous parlons sport, d'abord football, Coupe du monde des sourds, les Lions encore à Dakar. L'équipe nationale n'a pas encore fait le voyage pour la Malaisie. Un retard qui risque de leur faire rater leur premier match et le début de la compétition prévue du 23 septembre au 7 octobre prochain à Fatmata Savani. Après avoir reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, les Lions sourds devaient quitter Dakar il y a 2 jours. Mais les hommes du coach Souleymane Fomba sont encore au Sénégal à 72 heures de l'ouverture de la compétition. Pour le moment, on n'a pas d'informations pour le voyage. Je ne peux pas vous dire qu'on va voyager demain. Parce qu'avant, on nous avait dit qu'on va voyager lundi. Lundi, on n'a pas voyagé. On a dit que mardi, on n'a pas voyagé. Mercredi, on n'a pas voyagé. Actuellement, on nous dit qu'on peut voyager demain. Mais est-ce qu'on va voyager? Est-ce qu'on va jouer? Une situation qui inquiète le staff des Lions. Ils sont actuellement au centre culturel de la Biscuiterie. Un peu triste, un peu découragé. C'est des compétitions qui demandent beaucoup de récupération, beaucoup de motivation. Actuellement, notre problème, c'est juste est-ce que le voyage, on va le faire? Les Lions sourds ont eu une bonne préparation et ils ont l'ambition de faire une bonne campagne en Malaisie. Nous faisons appel au PM, le Premier ministre Amadou Ba et le président de la République, M. Macky Sall. Nous les demandons solennellement d'aider l'équipe nationale des sourds du Sénégal, champion d'Afrique et 5e mondial, et qui peut faire beaucoup de choses en Malaisie. Et on peut gagner la coupe. Moi, je sais qu'on peut gagner la coupe parce que nous avons une bonne équipe. Et puis nous avons une équipe qui a beaucoup de qualité. À 72 heures de la compétition, les champions d'Afrique en titre sont dans une situation de doute quant à leur participation à ce mondial. Le Sénégal a été relogé dans le groupe B avec l'Argentine, l'Ukraine et la Thaïlande. Finalement, les Lions vont quitter Dakar ce jeudi. Ils arriveront probablement en Malaisie le vendredi 22 septembre. Leur première sortie est prévue le 23, qui correspond au démarrage de la compétition. Le paracanoïste Edmond Sanka est à quelques encablures d'une qualification historique aux Jeux paralympiques Paris 2024. L'ancien militaire sénégalais, aujourd'hui handicapé, la jambe amputée, est un champion qui a fait l'unanimité en Allemagne et en France. Suivons ce reportage de Jacob Ndir et Tandahanyay. Edmond Sanka, champion d'Afrique de para-kayak, est un véritable phénomène des grands bassins. Parachutiste dans l'âme, l'homme qui, sous les drapeaux de l'armée nationale, a souvent défilé entre le ciel et la terre, aujourd'hui a changé de direction. Ce sont les lagunes, les étangs, mais aussi la mer. Médaillé de bronze à la Coupe du monde de para-canoë en France. Je veux une médaille olympique pour l'Afrique d'abord et pour le Sénégal. Une semaine avant, Edmond Sanka, ici en finale du championnat du monde. C'était à Duisbourg. Il a remporté la finale B. Et arrivé en Europe il y a quelques temps, Edmond Sanka à Saint-Laurent-Blangy, où il s'entraîne avec sa compatriote Combesec. Il est accueilli par une famille française. Et tout se passe très bien. J'ai bossé avec une seule jambe, celle-là. Objectif, la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. J'ai fait 3e en Coupe du Monde. J'ai gagné la médaille bronze. Au Nord-Pas-de-Calais, protège et financé par des anonymes, avec une famille, des gestes sportifs, mais aussi très fraternels. C'est un championnat du monde qualificatif qui a réuni plus de 100 nations au niveau mondial pour la première fois dans l'histoire du canoë sprint et para-canoë. Alors donc ce sera pour nous en tout cas une victoire que le Sénégal doit se glorifier de par ses efforts que nous avons fournis pendant plusieurs années. Les mots-clés de cette aventure: partage, amitié, bonheur avec la famille d'accueil en France. La Fédération sénégalaise de canoë-kayak est environ pas très sensible à ces gestes avec les familles d'accueil, mais pense aussi aux performances de Edmond Sanka. Edmond Sanka,
toujours la pensée unique, une pensée, la qualification aux prochains Jeux olympiques. Mais ceci passera absolument par la Hongrie où, au mois de mai prochain, une compétition d'une autre facture. À l'étranger, au Haut-Karabakh, les séparatistes arméniens ont finalement déposé les armes après 24 heures de combat avec les forces d'Azerbaïdjan. En France, le roi Charles III et son épouse sont arrivés à Paris pour une visite de 3 jours, démarrant par le Burkina, où le Parlement de transition a autorisé l'envoi de militaires au Niger. Le récit de Moussa Mané. Le projet de loi portant autorisation de l'envoi d'un contingent militaire en République du Niger a été voté à l'unanimité par les 71 membres de l'Assemblée législative de transition. Cette loi précise que la durée de la mission sera de 3 mois renouvelable, à compter soit de la date effective d'envoi ou de la date du début de l'intervention de la CEDEAO, selon la même source. Devant le Parlement, le colonel-major Kassoum Koulibaly, le ministre d'État en charge de la défense du Burkina Faso, a annoncé que l'assistance militaire dévolue au contingent consistera à donner une main forte et un appui capacitaire dans des domaines assez précis. Le ministre a en outre souligné que le déploiement du contingent s'effectuera dans la continuité des opérations de sécurisation du territoire national, à l'image des opérations conjointes que les deux pays effectuent souvent. Depuis le 26 juillet, date à laquelle les militaires ont pris le pouvoir au Niger, le pays vit sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO qui entend rétablir l'ordre constitutionnel. En France, le roi Charles III et la reine Camilla sont à Paris depuis ce mercredi 20 septembre. Ils entament une visite officielle de 3 jours, une première depuis son couronnement. Arrivé aux alentours de 14 heures à l'aéroport d'Orly, le couple royal a débuté une visite de 3 jours en France aux côtés du président de la République Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte Macron. Avec un programme chargé, ils se sont rendus dans un premier temps sur l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Le couple royal s'est rendu à l'Élysée où le monarque et son épouse sont attendus pour un dîner. Et nous reparlons du conflit qui oppose l'Azerbaïdjan aux Arméniens du Haut-Karabakh. Après une journée de combat et assiégés, ces derniers acceptent un cessez-le-feu. Les forces d'autodéfense de la région seront désarmées et dissoutes et s'apprêtent à négocier. Les autorités du Haut-Karabakh disent avoir été abandonnées par tout le monde. Selon le site arménien Verel, avec la médiation du commandement du contingent russe de maintien de la paix stationné au Haut-Karabakh, un accord a été conclu sur la cessation complète des hostilités à partir de 13h heure locale ce 20 septembre 2023. Dans le détail, l'accord signé mercredi et confirmé par Bakou prévoit, selon les séparatistes, le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l'Arménie, la dissolution et le désarmement complet des formations de l'armée de défense de Nagorno-Karabakh. Les séparatistes ont en outre accepté d'avoir jeudi dans une ville d'Azerbaïdjan de premiers pourparlers. Dans des propos diffusés par la télévision d'État, le président russe Vladimir Poutine a dit espérer un règlement pacifique de ce conflit sans mentionner le cessez-le-feu. À suivre après ce journal, votre magazine Le Point qui reçoit ce soir Alassane Senghei, PDG du groupe AIG et président de la commission action du PSE pour la formulation du PAP 3. Ils vont parler donc du bilan du président de la République à la tête du pays jugé positif par l'invité de ce soir. Donc, il sera question du regard du secteur privé national sur le magistère économique et social du chef de l'État, avec Alassane Senghei tout à l'heure, membre du secteur privé, à suivre tout de suite avec Ousmane Garifay. L'actualité reprend ses droits aux environs de 23h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.